On dit souvent qu'on forme une équipe. Tout le monde forme une équipe dans la vie, mais du coup là, un peu plus tôt que prévu. On aime dire en rigolant qu'on a eu nos galères tôt et qu'on n'en aura plus. Maïka, que vous venez d'entendre, est la maman de Sohan. Lorsqu'en 2014, son fils est diagnostiqué hémophile A sévère, il a tout juste 1 an. Pour la jeune mère de famille, c'est la stupéfaction, d'autant que 2 ans auparavant, on diagnostiquait une sclérose en plaques à son mari Jean-Michel. Passé le choc ou plutôt des annonces et les temps d'adaptation nécessaires, la famille se fait une promesse, celle de réaliser ses rêves malgré les difficultés. Jean-Michel, Maïka et Sohan décident de partir faire un tour du monde. Ils ont pris la route il y a 2 ans pour partir à la rencontre des personnes vivant avec l'hémophilie dans le monde entier. Un témoignage poignant, rude aussi, notamment lorsqu'il s'agit de parler des conditions d'accès aux soins dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce 3e rendez-vous, nous allons parler de l'importance de croire en ses rêves malgré les épreuves de la vie. Je suis partie à la rencontre de Maïka et Jean-Michel, les parents de Sohan qui vient d'avoir 5 ans. Le jeune garçon est à l'école et ses parents ont posé leur journée pour m'accueillir chez eux, à Dax. Ensemble, on a feuilleté les albums de famille. Alors, lorsqu'on apprend la maladie de Sohan, on est 1 an après sa naissance, en 2014. Et ça arrive au moment où Sohan commence à appréhender la marche. Et suite à de nombreuses chutes, on voit qu'il y a des hématomes qui se forment sur ses genoux et sur le ventre après des chutes. Je me souviens d'une scène en particulier où il est tombé dans un escalier, il a chuté d'une marche, il s'est tapé les côtes, ça a fait un bleu qui est devenu un espèce de caillot qui a durci et qui est resté des semaines et des semaines. Et c'est de là en fait qu'on a commencé les recherches à s'inquiéter, chose qui n'inquiétait personne. Et jusqu'à ce qu'on rencontre notre médecin, à qui j'ai dit qu'il me semblait que j'avais un problème de coagulation, mais que je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, lui, ça lui a mis la puce à l'oreille et c'est là qu'il a fait la prise de sang un peu plus poussée que la normale pour rechercher. Et du coup, on a diagnostiqué l'hémophilie de Sohan, plus moi le fait que je sois conductrice de l'hémophilie. Donc à ce moment-là, on lance les recherches pour savoir d'où ça vient. Et en général, c'est familial, génétique, mais là, en l'occurrence, c'est une mutation génétique à ma création. Donc rien avant, aucune alerte. Juste à l'adolescence, sur une fracture du nez, un bilan sanguin avait noté que j'étais à 50% de coagulation. Mais comme la norme, c'est de 50 à 100%, ça a alarmé personne. Donc, depuis le début, on sait que j'ai un facteur 8 léger, mais personne ne m'a jamais alerté sur ça. C'est vrai que le premier mois, c'est surtout beaucoup de colère, autant la sclérose en plaques 2 ans avant, plus l'hémophilie cette année-là, de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait ? On est gentil, on est sportif, on a une vie saine. Pourquoi ça nous arrive à nous ? Deux diagnostics de suite, exactement, 2 maladies rares dans la même famille. C'est pas évident à appréhender dès le début, mais voilà, on apprend à vivre avec et on évolue. Alors la première année suite au diagnostic de Sohan, c'est une année très particulière parce que du coup on apprend à vivre avec l'hémophilie, chose qu'on ne connaît pas forcément avant. Beaucoup de peur de la chute, dans la maison, en extérieur. Surtout qu'à cette époque-là, Sohan a 1 an, un an et demi, donc pas encore sûr au niveau de la marche. Je pense qu'au début, on l'a quand même un peu surprotégé, notamment en voulant lui mettre un casque, des genouillères, des coudières, et voilà. Mais ça, au fur et à mesure des années, en fonction qu'on rencontre d'autres personnes qui ont des enfants hémophiles, on voit qu'en fait, c'est le suivi classique. On a tous envie de surprotéger son enfant et d'éviter le pire. Donc, c'est surtout la première année, beaucoup dans la surprotection. Et après, par la suite, on a plus essayé d'évoluer et plus apprendre à Sohan quels étaient les dangers, en fait. Pas nous de venir et de lui dire non, ça, tu dois pas le faire parce que tu risques de tomber et ainsi de suite.
plus essayer de le questionner. Est-ce que tu crois que ça, par rapport à la maladie que tu as, est-ce que tu crois que c'est possible de le faire? Est-ce que tu penses que c'est dangereux ou pas? Ça a toujours été un enfant très réservé, timide, et à la fois casse-cou une fois qu'il est à l'aise dans son environnement. Mais globalement, quand même, très jeune, c'est l'enfant qui, spontanément, quand on allait par exemple dans un parc, allait s'asseoir sur le banc, observer tout ce qui se passe, observer s'il y avait des enfants gentils, méchants, et n'allait jouer qu'à partir du moment où il n'y aurait plus personne. Donc il était capable de s'interdire de jouer à un trampoline ou à des jeux gonflables s'il y avait d'autres enfants dedans. Alors que ça ne vient pas du tout de nous, au contraire. Donc ça, spontanément, c'est ce qui me vient. Et après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, assez rapidement, quand même, on a cherché à le responsabiliser quand il voulait sauter, par exemple, de 4 marches, on lui dire, tu peux sauter, mais réfléchis à ce qui peut se passer quand tu vas sauter, quelles vont être les conséquences. Et à partir du moment où on a commencé à l'habituer à ça, c'est un enfant casse-cou, mais qui est capable de réfléchir, en fait. Sohan, au début, il parle assez facilement de sa maladie. Il aime bien l'expliquer aux autres personnes, et avec ses mots, bien sûr. Au début, pour expliquer l'hémophilie, c'était très simple et très clair. C'était il faut pas que je tombe, sinon ça va me faire très mal. Donc c'était assez basique, mais finalement les gens comprenaient. Voilà, donc nous après derrière on prenait le relais en disant que c'était par rapport à la coagulation et ainsi de suite. On était tout de suite un peu plus barbant que Sohan, quoi. C'est vrai que lui, avec ses mots, c'était plus, voilà, je tombe, je me fais mal, donc je peux avoir un problème. Donc, grosso modo, c'est ça, hein, mais voilà, c'est simplifié, quoi. Et plus on évolue dans le temps, et moins il a envie d'en parler et de le dire à ses copains. Et c'est justement au cours de cette période, durant laquelle Sohan se fait plus discret quant à sa maladie, que vous envisagez de partir faire un tour du monde en famille. Expliquez-moi quand et comment est-ce que naît ce projet. Et c'est vrai que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de partir voilà, à l'aventure, faire un voyage, un long voyage. Et c'est vrai que c'est un peu tombé aux oubliettes après mon diagnostic, encore plus après celui de Sohan. Parce que là, double maladie, on s'est dit, mais comment on va faire c'est pas possible. En fait, oui. Lui, il a toujours eu ce rêve de voyager. Moi, je suis assez casanière, donc ça m'a jamais trop effleuré l'esprit. Et c'est vrai que, pour reprendre, les maladies prenaient beaucoup de place dans le quotidien, ce qui a un peu étouffé la vie de couple, notamment la vie de couple. Et on était un peu éteints dans les rêves, dans les projets, il n'y avait rien. Et en fait, un jour où c'est un peu la grosse remise en question qu'il peut y avoir dans des situations de vie, on s'est dit, mais là, il y a un truc qui va pas. En fait, il nous manquait complètement la réalisation d'un projet, d'un rêve. Et du coup, là, on s'est dit, bon, allez, vas-y, on va faire un tour du monde. Mais la vraie petite histoire, l'anecdote, c'est qu'on était en train de bouder l'un et l'autre. On était au Oui. parking souterrain d'Ikea. Ikea, ouais. Sohan dormait dans la voiture, du coup, on attendait comme deux imbéciles, parce qu'il ne faut jamais aller à Ikea avec un enfant fatigué, donc on le laisse dormir. Et silence de boudage dans la voiture. Et d'un coup, je lui ai dit, si tu veux, on le fait ton tour du monde. Comme j'aurais dit, vas-y, on va au resto ce soir. Et c'est parti de là. Et en fait, pendant qu'il dormait, ça a relancé. On a du coup rediscuté. On a fini de bouder et on a essayé de créer un projet ensemble. Et sur le coup, je me dis pas grand-chose. Je me dis, bon, elle dit ça comme, voilà, comme elle disait. Hein. Viens, on va au McDo. Et après, de suite, retour à la réalité, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça peut nous faire avancer. Donc, autant sur le plan personnel que sur le plan familial, et nous sortir surtout de notre quotidien qui était vraiment pesant à l'époque, quoi. Donc voilà, on a saisi la balle au vol et on a foncé, quoi. Pour nous, ça posait pas de problème au niveau de l'organisation. On a commencé à se renseigner auprès d'associations qui, eux, avaient l'habitude de partir à l'étranger. Et la première réponse qu'on a eue, c'est non, c'est impossible, c'est même pas la peine d'y penser, vous pourrez pas le faire. On nous répond, un hémophile ne pourra jamais faire ce type de voyage, c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Et comment est-ce que vous réagissez ? Du coup, on continue, on persévère parce qu'en fait, on est des sportifs, donc on ne s'arrête pas au premier échec. Et on s'est tourné vers l'Association française des hémophiles qui nous a accompagnés dans toutes les étapes du projet pour la réussite et nous renseigner au début et ensuite nous donner les bons contacts
Et même pendant le voyage encore, ils étaient là. Notre projet de voyage, on le tourne rapidement vers un projet associatif, parce que c'est de là qu'il vient, pour pouvoir parler de nos maladies, rencontrer d'autres malades. Les principaux objectifs, c'était surtout aller à la rencontre d'autres patients atteints de sclérose en plaques et d'hémophilie. Et le voyage dans chaque pays était rythmé avec les rendez-vous qu'on avait sur place. Il y a eu moult événements et émotions pendant cette année-là. Il y a eu la création de l'association, du site web, du logo. Ça, c'était super cool. On s'est débrouillé pour récolter 40 000 €. En même temps, on travaille. Donc, il faut pas l'oublier non plus. Donc, en même temps, on travaille. Donc, en fait, on a 2 journées dans une journée. Et ouais, donc c'est pas évident. Déjà, sur le plan personnel et sur la relation de couple, c'est vrai que du coup, c'était vraiment basé sur notre projet. Et c'est vrai que quand on dormait, on parlait du projet, qu'est-ce qu'il faut faire demain, qu'est-ce qu'il te reste à faire toi de ton côté. Donc c'est vrai que c'était un peu envahissant, mais bon, c'est le jeu en valait la chandelle, quoi. Oui, mais on était une team, on était boostés, on était motivés, on savait ce qu'il y avait au bout. Quand les gens disent vous avez trop de chance de partir un tour du monde, c'est pas de la chance, c'est 1 an de travail acharné pour y arriver. Dans les petites anecdotes, il y a aussi la Sécu qui nous a pas donné de suite les autorisations pour partir avec les traitements. Donc là, on était déjà à 3/4 du projet avancé et en fait, tout s'écroulait d'un coup. Donc, c'est des batailles aussi administratives pour faire accepter à la Sécu, qui n'a pas ce genre de demande tous les jours, de nous laisser partir avec 6 mois de traitement. Il faut se dire que Sohan et Jean-Mi réunis, on partait avec 50 000 € de traitement. Donc, c'était une responsabilité. Il arrive très vite le jour du départ. Cette année, elle a été remplie, riche. Et voilà, l'heure de faire les bagages. Pour moi, ça a été très difficile d'ailleurs. J'ai essayé d'y mettre un fer à lisser, ça rentrait pas. J'ai essayé de mettre plein d'autres choses comme ça n'a pas été accepté par Jean-Mi. Donc le départ est en janvier 2018. Sohan vient juste de fêter ses 4 ans. Il a laissé ses copains de moyenne section. Et moi, j'ai laissé mon travail, Jean-Mi aussi. Et nous voilà partis donc, avec nos 5 sacs à dos. et quelques proches voilà, qui nous accompagnent à la gare de Dax pour aller à Paris et prendre notre premier avion. Alors, on arrive à l'aéroport à Paris. Donc, on est surchargé, fatigué parce qu'il est 4 heures du matin pour le premier vol. Déjà, c'est un gros choc pour Sohan de se lever à 4 heures du matin. Pour nous aussi d'ailleurs, mais plus particulièrement pour lui. Donc on a chacun un gros sac à dos derrière, un petit sac à dos sur le devant. Sohan, lui, a son sac à dos avec ses jouets et quelques feutres pour l'occuper. Et donc on arrive à l'aéroport et donc on passe tous les contrôles. Et là on s'assoit et on se dit ah, mais c'est bon, on y est quoi. Et c'est vraiment là qu'on réalise que voilà, on a réussi notre projet, qu'on est sur le départ. Donc on fait un tour du monde qui démarre de l'Asie pour terminer en Amérique du Sud. On fait Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, on traverse le Pacifique et ensuite on termine par le Pérou et l'Équateur et retour en France. Ces pays d'Asie et les pays d'Amérique du Sud, c'est des pays pauvres, sous-développés ou en cours de développement. Là-bas, c'est plus difficile. Au quotidien, les malades de sclérose en plaques ou hémophiles ont des handicaps bien plus lourds que les nôtres parce qu'il n'y a pas de soins d'urgence, ils n'ont pas accès aux urgences comme nous, ils n'ont pas les mêmes traitements. L'accès à l'école est difficile. Quand on a un handicap, c'est bien d'avoir un emploi de bureau, mais pour avoir un emploi de bureau, il faut avoir fait des études. Un homme ne peut pas se trouver une femme s'il a un handicap et un emploi précaire. Il ne sera pas bon à marier. Et une femme qui donne naissance à un enfant handicapé ou avec une maladie est abandonnée avec son enfant. Et c'est vrai que la Thaïlande a vraiment marqué l'aventure de ce côté-là, du côté humain et notamment par rapport à l'association et au projet associatif qui était au max de ce qu'on pouvait faire, quoi. Et c'est vrai qu'eux nous attendaient particulièrement et nous ont prévu un programme de folie. On a rencontré 11 familles hémophiles en Thaïlande. On a vécu avec eux, on a dormi chez eux. On a partagé leurs galères, ils ont vu les nôtres.
C'était vraiment hyper riche. Le côté humain était incroyable. L'accueil thaïlandais, c'est de la folie. Rien qu'encore d'y penser, là, c'est dingue. Alors, barrière de la langue en Thaïlande, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de gens qui parlent anglais, notamment dès qu'on sort des grandes villes. Ça a été la surprise totale, quoi, parce que notre interlocuteur ne nous l'avait pas dit. Et donc, du coup, système B, le téléphone, Google Translate. Après, beaucoup les regards, le toucher, les rires, énormément de rires. Mais c'est beaucoup par le téléphone, donc il fallait faire de l'anglais au thaïlandais. Donc il y avait des discussions un peu décousues, et surtout quand ces discussions étaient très profondes et personnelles, notamment l'anecdote qu'on raconte souvent, mais qui nous a beaucoup marqué, c'est une maman qui nous parle de comment elle compte se suicider avec son fils hémophile, et c'est le téléphone qui nous le dit, quoi. Donc le temps de réaction était en décalage, et du coup il faut trouver les mots pour réagir, mais notre visage avait déjà réagi, parce que c'est des familles qui nous attendaient comme si on allait leur apporter des solutions aussi. À savoir que partout où on a été, aucun des pays n'a notre sécurité sociale, notre système de santé. Les hémophiles là-bas, c'est pas nos hémophiles en France, c'est des handicapés. Je sais pas comment expliquer, mais c'est des enfants qui peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut prendre le bus, mais pour prendre le bus, il faut rester longtemps debout, ils peuvent pas rester longtemps debout. Et donc quand ces familles-là observaient Sohan pleine vie, en train de sauter partout, ils étaient choqués en fait, qu'on le laisse faire. Mais nous, on avait dans notre sac le traitement qu'ils n'avaient jamais eu dans toute une vie. Avant de partir, on a appris à injecter avec notre système de santé très protocolaire, l'hygiène des mains, l'hygiène du produit, tout faire dans l'ordre. Et donc là, on faisait des injections avec les autres enfants, ils font ça par terre, la seringue est par terre, ils ont un garrot, c'est un bout de plastique. Mais à l'inverse, nous, Sohan, il était en pleurs, il se débattait pour le piquer, et l'autre enfant, il bougeait pas, il se laissait faire. Et du coup, Sohan et nous, on a appris énormément en les voyant faire. En voyant cet enfant qui bougeait pas, Sohan, ça l'a marqué. Et nous, en les voyant faire une injection à même le sol, c'est pas ce qu'il faut faire, mais du coup, ça nous a fait retrouver un peu le juste milieu faut peut-être pas qu'on se prenne trop la tête non plus, quoi. Et surtout, voilà, que en voyant les autres malades dans les autres pays qui n'ont pas nos soins, nos accès, c'est vrai que de ce côté-là, nous, ça nous a enrichis. Et d'ailleurs, on les remercie encore tous les jours pour ça, quoi. C'était des super rencontres et on est toujours en contact avec eux. On n'est pas juste passé et reparti, on est toujours en contact avec eux. Les familles thaïlandaises, on leur a tous envoyé un petit colis avec un petit souvenir. On leur a offert des vrais garrots, parce que les enfants se font garrots avec des bouts de plastique. Donc des jolis garrots avec des clowns multicolores et tout ça. C'est vrai que c'est toujours dans un coin de notre tête de faire l'étape 2. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup retourner en Thaïlande pour revoir les familles qu'on a rencontrées. Après, comme dit Maïka, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le monde que c'est compliqué de choisir. À Bali, on s'est retrouvés à chercher un infirmier en scooter. En Équateur, on s'est retrouvés en taxi à faire des va-et-vient entre des hôpitaux, des dentistes, des centres d'aide sociaux. Personne ne pouvait nous aider. Mais des fois, on a été aidés par un coup de fil à Paris. Mais à chaque fois... on était dans le vif du sujet, c'est-à-dire que partir voyager avec des maladies, c'est faisable, mais avec son lot de difficultés, de courage, de pas lâcher, c'est pas facile. Les affinités de Sohan sur place, avec les enfants, ça matchait. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est vrai qu'il s'est beaucoup ouvert pendant le voyage, contrairement à la période avant, où il était beaucoup sur la réserve avec les autres enfants. Et c'est vrai que pendant ce voyage, il s'est vraiment ouvert. Et il a d'ailleurs des copains encore, notamment au Pérou, Waira et Cory, qui sont les fils d'un couple franco-péruvien qui ont une association de tourisme au Pérou. Donc oui, non, il arrive à se faire des copains, même dans les parcs en Nouvelle-Zélande, dans les aires de jeu, il se faisait des copains, il jouait avec eux. Non, c'était top pour lui, ouais. Ça l'a changé énormément au niveau de son comportement, au niveau de sa relation avec les autres, au niveau de la confiance en lui aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup évolué là-dessus. Et maintenant, il est beaucoup
beaucoup plus tourné vers les autres qu'avant. Avant, il était beaucoup sur la réserve. Là, maintenant, quand on va dans un parc, il attend plus que tout le monde parte pour aller jouer. Il va directement et en avant, quoi. Et il a le goût de l'aventure, en fait. Maintenant, et faire des randonnées en France, c'est voilà, on va faire une aventure. Quand on roule et qu'on voit un paysage, il va savoir le dire. Et voilà, du haut de ses 5-6 ans, nous dire « Waouh, ce paysage, il est vraiment trop beau ». Et c'est étonnant d'un enfant de cet âge-là. Et d'aimer faire un pique-nique sur la plage. On lui a appris les choses simples et ce regard, voilà, sur le monde. Et la curiosité sur le monde, voilà, il connaît la géographie. Vous devez être particulièrement fier de votre fils. Oui, évidemment qu'on est fiers. Oui. Et puis surtout que, en fait, au final, maintenant, on peut dire que la maladie l'a rendu plus mature, fort et particulier dans un sens. Ça lui est arrivé de dire « Mais pourquoi moi je suis hémophile ?» Mais en fait, on lui apprend que tout le monde a une maladie. C'est très rare maintenant de ne pas avoir un problème. Enfin, c'est malheureux à dire, mais il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui n'entendent pas bien, il y en a qui ne comprennent pas bien. Et lui, c'est une maladie du sang. Il y en a qui sont allergiques. Et on lui a appris ça, qu'au final, tout le monde a ses petits problèmes. Oui, c'est un aventurier. Et là, on lui dit prendre l'avion, prendre le train, c'est même prendre le bus. Des fois, on fait exprès de prendre le bus pour partir à l'aventure. Donc... Puis on s'est dit que quand il aura 18 ans, on lui demandera de partir. Nous, ce qui s'est pas passé, parce que c'est pas nos générations, nous, on va lui dire, mais même avant 18 ans, mais dès qu'il peut, qu'il s'en aille, qu'il parte. Contre ma volonté, mais... ben voilà, qu'il parte, qu'il voit le monde. Moi, il y a une phrase que j'utilise souvent, donc, parce que maintenant, je suis professeure de yoga, j'ai évolué aussi depuis le voyage dans mon métier. Et il y a une phrase que j'utilise souvent aussi dans mes coachings, c'est de dire... Qu'est-ce que tu ferais si l'échec n'existait pas ? D'un coup, ça ouvre des fenêtres, des portes. On se dit, si l'échec n'existait pas, je ferais ça, ça, ça. Et alors, il faut le faire. Parce que souvent, en fait, on est limité par les peurs, par les croyances. Donc, on pense que c'est pas possible. Ou alors, c'est une peur profonde, légitime. Il faut les identifier et se rendre compte qu'on peut peut-être jouer dessus. Pour moi, il n'y a aucune limite au voyage et avec une maladie, quelle qu'elle soit. Donc... Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut réaliser ses rêves, c'est important. C'est important dans son développement personnel. C'est vrai que ça permet aussi de franchir des étapes. Il faut le faire. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Il faut quand même analyser les risques. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même s'organiser. C'est possible de le faire, mais pas n'importe comment. Il faut de l'organisation. Et voilà. Et après, il faut y aller quand même, quoi. Il faut pas hésiter, quoi. Est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après ce tour du monde ? Oui, pour nous trois, il a fallu qu'on forme une team contre la nausée maladie, puis pour le projet, puis pendant le voyage. Et l'après, c'est qu'on a besoin de week-ends où on n'est que tous les trois. On a besoin de partir en pleine nature, de se faire des mini-voyages de 2-3 jours, parce que c'est difficile de partir plus, mais on a besoin d'être tous les trois beaucoup. Donc on dit souvent qu'on forme une équipe, tout le monde forme une équipe dans la vie, mais du coup là, un peu plus tôt que prévu. On aime dire en rigolant qu'on a eu nos galères tôt et qu'on n'en aura plus. Sachez que notre démarche continue, on est engagé dans l'association aquitaine des hémophiles qui rassemble un petit peu toutes les familles d'hémophiles de notre région. On crée des événements, des rassemblements pour communiquer, échanger. Et aussi au sein de l'association française des hémophiles qui est hyper active et très présente dans la vie des hémophiles, donc on a beaucoup de chance. Mais je crois que Jean-Michel a aussi un appel à faire. Moi, je voulais faire un appel par rapport aux dons du sang. C'est vrai qu'actuellement, il y a une énorme baisse au niveau des dons du sang. Donc, c'est un geste tout simple qui est facile à faire, qui s'organise généralement souvent. Peu importe la région, on peut trouver un endroit où faire un don de sang. Et c'est hyper important pour les maladies comme l'hémophilie. Donc voilà, si vous avez du temps, allez-y. Ça vous coûte rien, c'est une bonne action et ça servira à beaucoup de gens. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun.
Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméry en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.